La France, cinquième puissance mondiale, patrie des droits de l'homme, et surtout une nation où le pouvoir suprême repose entre les mains de ses citoyens, à travers un moment solennel et décisif, l'élection présidentielle. Tous les 5 ans, un rituel s'installe, presque sacré. Les débats s'enflamment, les sondages s'agitent, les affiches fleurissent sur les panneaux municipaux et des millions de Français se préparent à glisser un simple bulletin de papier dans une urne transparente. Ce geste, en apparence banal, incarne pourtant l'un des plus puissants symboles de la démocratie moderne, le choix direct du chef de l'État. L'élection présidentielle, dans la Ve République française, n'est pas une élection comme les autres. Elle est le cœur battant du système politique français, le moment où la nation tout entière se regarde dans un miroir et choisit la direction qu'elle veut prendre pour les années à venir. Mais derrière ce rendez-vous politique, il y a une histoire, des institutions, des règles complexes et un héritage démocratique qui ont évolué au fil du temps. Un pouvoir unique dans le monde démocratique. Dans bien des pays, le chef de l'État a un rôle symbolique, honorifique, souvent limité par la Constitution. En France, c'est tout le contraire. Depuis la Constitution de 1958, voulue par le général Charles de Gaulle, le président de la République est la figure centrale du pouvoir exécutif. Il n'est pas seulement un arbitre ou un représentant, il est le chef politique suprême, le garant de la stabilité nationale, le commandant en chef des armées et le premier diplomate du pays. Cette conception du pouvoir est profondément marquée par la vision gaullienne, celle d'un président au-dessus des partis, capable d'incarner l'unité de la nation tout en dirigeant son destin. Mais ce modèle, aussi majestueux soit-il, n'a pas toujours existé. Il est le résultat d'une longue évolution, marquée par les tensions entre le parlementarisme et le pouvoir exécutif, entre l'autorité et la représentation. Des débuts hésitants, le président avant 1962. Le président de la République française n'était pas élu par le peuple, mais par un collège de grands électeurs. Ce mode de désignation le plaçait loin du suffrage universel et limitait considérablement sa légitimité politique. C'est Charles de Gaulle, en 1962, qui imposa, non sans controverse, l'élection du président au suffrage universel direct. Cette réforme, approuvée par référendum, a transformé la nature même de la Ve République. Le président devenait désormais le véritable centre de gravité du pouvoir. Depuis cette date, chaque élection présidentielle est devenue un moment de passion nationale. Les campagnes se succèdent, les discours enflamment les foules, les débats télévisés deviennent des événements suivis par des millions de spectateurs et des millions de Français se préparent à glisser un simple bulletin de papier dans une urne transparente. Ce geste, en apparence banal, incarne pourtant l'un des plus puissants symboles de la démocratie moderne, le choix direct du chef de l'État. L'élection présidentielle, dans la Ve République française, n'est pas une élection comme les autres. Elle est le cœur battant du système politique français, le moment où la nation tout entière se regarde dans un miroir et choisit la direction qu'elle veut prendre pour les années à venir. Mais derrière ce rendez-vous politique, il y a une histoire, des institutions, des règles complexes et un héritage démocratique qui ont évolué au fil du temps. Un pouvoir unique dans le monde démocratique. Dans bien des pays, le chef de l'État a un rôle symbolique, honorifique, souvent limité par la Constitution. En France, c'est tout le contraire. Depuis la Constitution de 1958, voulue par le général Charles de Gaulle, le président de la République est la figure centrale du pouvoir exécutif. Il n'est pas seulement un arbitre ou un représentant, il est le chef politique suprême, le garant de la stabilité nationale, le commandant en chef des armées et le premier diplomate du pays. Cette conception du pouvoir est profondément marquée par la vision gaullienne, celle d'un président au-dessus des partis, capable d'incarner l'unité de la nation tout en dirigeant son destin. Mais ce modèle, aussi majestueux soit-il, n'a pas toujours existé. Il est le résultat d'une longue évolution marquée par les tensions entre le parlementarisme et le pouvoir exécutif, entre l'autorité et la représentation. Des débuts hésitants, le président avant 1962. Le président de la République française n'était pas élu par le peuple, mais par un collège de grands électeurs. Ce mode de désignation le plaçait loin du suffrage universel et limitait considérablement sa légitimité politique. C'est Charles de Gaulle, en 1962, qui imposa, non sans controverse, l'élection du président au suffrage universel direct. Cette réforme, approuvée par référendum, a transformé la nature même de la Ve République. Le président devenait désormais le véritable centre de gravité du pouvoir. Depuis cette date, chaque élection présidentielle est devenue un moment de passion nationale. Les campagnes se succèdent, les discours enflamment les foules, les débats télévisés deviennent des événements suivis par des millions de spectateurs et des millions de Français se préparent à glisser un simple bulletin de papier dans une urne transparente.
Ce geste, en apparence banal, incarne pourtant l'un des plus puissants symboles de la démocratie moderne, le choix direct du chef de l'État. L'élection présidentielle, dans la Ve République française, n'est pas une élection comme les autres. Elle est le cœur battant du système politique français, le moment où la nation tout entière se regarde dans un miroir et choisit la direction qu'elle veut prendre pour les années à venir. Mais derrière ce rendez-vous politique, il y a une histoire, des institutions, des règles complexes et un héritage démocratique qui ont évolué au fil du temps. Une élection, 2 tours, la logique du choix. Le système électoral français repose sur un scrutin majoritaire à 2 tours. Un mécanisme simple dans son principe, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier tour, un second tour oppose les 2 candidats arrivés en tête. Ce système a pour objectif de dégager une majorité claire, d'assurer la légitimité du vainqueur et d'éviter la fragmentation politique. Mais il a aussi un effet profond sur la stratégie des partis et sur la dynamique électorale. Le premier tour est souvent celui du cœur, où chaque électeur exprime sa conviction, tandis que le second devient celui de la raison, où il s'agit de choisir entre 2 options possibles pour gouverner. Cette mécanique a façonné la vie politique française pendant plus de 60 ans. Elle a créé des figures mythiques, De Gaulle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, et elle a souvent révélé les fractures du pays, ses attentes, ses colères, ses espoirs, car à travers le vote présidentiel, les Français ne choisissent pas seulement un programme, mais une vision du pays. Une campagne, miroir de la société. Chaque élection présidentielle raconte quelque chose de la France à un instant donné. En 1981, c'était le rêve d'alternance avec François Mitterrand. En 1995, le bruit et l'odeur d'une société qui doutait d'elle-même. En 2007, la promesse de rupture et de modernisation portée par Nicolas Sarkozy. En 2017, la surprise d'Emmanuel Macron, incarnant une génération nouvelle et la promesse du dépassement des clivages. Et à chaque fois, derrière les slogans et les programmes, se cache une question essentielle. Quelle France voulons-nous ? L'élection présidentielle agit comme un baromètre de la nation. Elle révèle les tensions sociales, les fractures territoriales, les espoirs économiques et parfois même les blessures morales du pays. C'est aussi un moment où la communication politique atteint son apogée. Affiches, meetings, médias, réseaux sociaux, tout est orchestré pour séduire, convaincre et mobiliser. Mais derrière l'agitation médiatique, il demeure un fait essentiel. La présidentielle reste l'un des rares moments d'unité nationale où chaque citoyen, quel que soit son milieu, son âge ou ses opinions, participe à un même acte démocratique. Un enjeu démocratique mais aussi émotionnel. Si la présidentielle fascine autant, c'est qu'elle mêle la politique à l'émotion. Le candidat n'est plus simplement un représentant d'idées, mais une incarnation du pouvoir, une personnalité dans laquelle le peuple projette ses espoirs, ses colères ou ses rêves. La relation entre les Français et leur président est profondément affective. Ils l'aiment, le rejettent, le jugent ou le défendent avec passion. C'est une relation unique, parfois contradictoire, mais toujours intense. Et c'est précisément ce qui fait de l'élection présidentielle française un objet politique fascinant. Elle est à la fois rationnelle et sentimentale, institutionnelle et populaire, sérieuse et théâtrale. Chaque élection devient un épisode d'une saga nationale, un rendez-vous avec l'histoire. La présidentielle n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un ensemble institutionnel où le président, le gouvernement, le Parlement et les citoyens interagissent. Elle est la clé de voûte d'un système qui repose sur la séparation des pouvoirs, mais aussi sur une certaine verticalité du pouvoir exécutif. En France, le président n'est pas seulement un chef politique, il est le symbole de la République, celui qui incarne la continuité de l'État et l'autorité de la nation. Et c'est ce double rôle, à la fois institutionnel et charismatique, qui rend l'élection présidentielle si singulière. Ainsi, avant même d'aborder les mécanismes du scrutin, les parrainages, les campagnes et les résultats, il faut comprendre ceci. La présidentielle française n'est pas seulement une élection, c'est un rituel républicain, une cérémonie où se joue l'identité politique du pays. Un moment où chaque citoyen devient acteur de l'histoire nationale. Un moment où la France, tout entière, choisit son destin. Le président de la République française est bien plus qu'un simple chef d'État. Il est le pilier du régime politique de la Ve République, la figure qui concentre autour de lui les pouvoirs, les symboles et les responsabilités les plus hautes de la nation. Depuis la réforme de 1962, instaurant l'élection au suffrage universel direct, le président est devenu le cœur du pouvoir politique français, celui dont découle l'autorité de l'exécutif et la stabilité du pays. Mais que fait réellement le président de la République ? Quelle est la nature exacte de son pouvoir et jusqu'où s'étend son influence ? Pour comprendre la force de sa fonction, il faut explorer les 3 dimensions fondamentales de son rôle, institutionnel, politique et symbolique. Le garant des institutions et de la continuité de l'État. Avant tout, le président est le gardien de la Constitution.
C'est ce que précise l'article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Cette phrase, en apparence simple, contient toute la philosophie du régime. Le président n'est pas seulement un acteur politique, il est le garant du bon ordre institutionnel. Dans les moments de crise, c'est à lui qu'il revient de préserver la stabilité du pays. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer le Parlement en session extraordinaire ou recourir au référendum pour trancher une question majeure. Son rôle est donc d'assurer la permanence de l'État au-delà des clivages politiques. Qu'il s'agisse d'un changement de majorité, d'une crise sociale ou d'une menace extérieure, il incarne la continuité de la République. Chef des armées et diplomate suprême. Le président est aussi le chef des armées. C'est lui qui détient le pouvoir de décision ultime en matière de défense et de sécurité nationale. En cas de guerre ou de menace grave, il peut prendre des mesures exceptionnelles pour protéger le territoire et la population. C'est ce qu'autorise l'article 16 de la Constitution qui lui confère des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Il est également le premier diplomate de France. C'est lui qui représente la nation à l'étranger, signe les traités, reçoit les chefs d'État et participe aux grandes négociations internationales. La diplomatie française, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient ou du climat, passe avant tout par sa voix. Lorsqu'un président parle, c'est la France qui s'exprime. C'est pourquoi les voyages présidentiels, les discours à l'ONU ou les sommets internationaux ne sont pas de simples événements protocolaires, ils participent à la construction de l'image et de l'influence de la France dans le monde. L'autorité politique dirigée sans gouverner. Sur le plan politique, le président occupe une position singulière. Il nomme le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, il nomme les ministres. En théorie, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, selon l'article 20. Mais dans la pratique, le président oriente, impulse et arbitre. C'est lui qui fixe les grandes priorités nationales, qui choisit la ligne à suivre et qui incarne la cohérence de l'action publique. Toutefois, cette autorité dépend du contexte politique. Lorsqu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, le président exerce un pouvoir quasi direct. Mais en période de cohabitation, lorsque la majorité parlementaire appartient à un camp opposé, il doit composer, partager le pouvoir et parfois se mettre en retrait. Cette flexibilité est l'une des forces et des subtilités de la Ve République. Le président, figure d'unité nationale. Au-delà des institutions, le président est le symbole de l'unité nationale. Il incarne la République, ses valeurs et son histoire. Chaque président, par son style, son ton et ses priorités, façonne un certain rapport entre l'État et les citoyens. Certains ont choisi une posture de proximité, d'autres de solennité, mais tous ont été perçus comme le visage de la France. Lors des grandes crises, attentats, catastrophes naturelles, guerres, pandémies, c'est vers lui que le pays se tourne. Ses discours deviennent des moments d'histoire, parfois gravés dans la mémoire collective. Car plus qu'un dirigeant, il est la voix morale et politique de la nation. Un rôle façonné par la personnalité. Si la fonction présidentielle est définie par la Constitution, elle est aussi profondément marquée par la personnalité de celui qui l'occupe. Charles de Gaulle l'a voulue majestueuse et indépendante. François Mitterrand l'incarnait avec éloquence et stratégie. Jacques Chirac y a mêlé humanité et sens du terrain. Nicolas Sarkozy y a apporté un style énergique, direct, parfois frontal. François Hollande a voulu en faire une présidence normale et Emmanuel Macron lui a réinjecté une verticalité jupitérienne, renouant avec la symbolique du pouvoir fort. Chaque mandat montre à quel point le président imprime sa marque personnelle sur la République. La fonction est la même, mais son incarnation change tout. Ton, rythme, priorité, rapport au peuple. C'est ce qui rend la présidence française à la fois institutionnelle et humaine, rationnelle et charismatique. Un équilibre entre pouvoir et responsabilité. Le président n'est pas au-dessus des lois. S'il bénéficie d'une immunité temporaire pendant la durée de son mandat, il reste responsable devant l'histoire et dans certains cas devant la justice après son départ. Cette responsabilité symbolique est cruciale. Elle rappelle que, même au sommet, le pouvoir reste au service du peuple. Le président doit donc conjuguer autorité et exemplarité, pouvoir et humilité, action et écoute.
Chaque mot, chaque geste, chaque décision peut avoir des conséquences politiques, économiques ou sociales considérables. C'est une charge immense, à la fois prestigieuse et redoutable. Un rôle qui évolue avec le temps. Enfin, le rôle du président évolue avec la société. Les médias, les réseaux sociaux, les attentes citoyennes transforment la manière dont il s'adresse au pays. Autrefois distant, le président est aujourd'hui constamment observé, commenté en temps réel. Le pouvoir autrefois vertical est devenu plus exposé, plus instantané, plus humain. La présidence moderne doit désormais concilier la communication politique et la décision institutionnelle, l'efficacité et la transparence, le prestige et la proximité. C'est un défi constant pour quiconque occupe cette fonction suprême. Ainsi, être président de la République française, c'est porter à la fois la charge du pouvoir, la responsabilité de la nation et le poids de son histoire. C'est incarner la République dans ce qu'elle a de plus noble, la liberté, la stabilité et la continuité. C'est enfin accepter de se tenir seul au sommet face au peuple et à l'histoire. La campagne présidentielle française est bien plus qu'une succession de meetings et de discours. C'est un véritable théâtre politique où se mêlent stratégie, communication, symboles et émotions. Chaque élection devient un spectacle national, un moment où chaque citoyen observe, analyse et participe à la construction de l'avenir du pays. Mais pour comprendre pleinement la campagne présidentielle, il faut explorer ses différentes dimensions. Organisation, stratégie, outils de communication et mobilisation des électeurs. Organisation et calendrier. La campagne commence officiellement plusieurs mois avant le scrutin. Elle est encadrée par des règles strictes définies par le Conseil constitutionnel garantissant la transparence et l'équité. Tout candidat doit déclarer sa candidature, obtenir le nombre nécessaire de parrainages, aujourd'hui 500 signatures d'élus, et respecter un plafond de dépenses fixé pour assurer une égalité des moyens. Le calendrier électoral est rythmé par plusieurs étapes clés. L'annonce de la candidature, la collecte des parrainages, le lancement officiel de la campagne, les meetings, débats télévisés et interviews, la clôture officielle de la campagne la veille du premier tour. Chacune de ces étapes est minutieusement orchestrée. Derrière chaque discours, chaque affiche ou chaque post sur les réseaux sociaux se cache une stratégie élaborée par des équipes spécialisées, combinant marketing politique, analyse de l'opinion publique et anticipation des réactions médiatiques. Stratégie et ciblage. La campagne présidentielle repose sur un équilibre délicat entre conviction personnelle et calcul stratégique. Le candidat doit séduire l'électorat large tout en restant fidèle à son identité politique. Les partis et les équipes de campagne analysent les tendances démographiques, les résultats des sondages et les zones où le candidat doit renforcer sa présence. Chaque message est calibré pour atteindre un public spécifique. Les jeunes, les travailleurs, les retraités, les urbains ou les habitants des zones rurales. Cette approche ciblée est amplifiée par les médias numériques. Réseaux sociaux, newsletters, vidéos explicatives et contenus interactifs permettent de toucher directement l'électeur là où il se trouve. Les meetings et l'art de convaincre. Les meetings restent un moment central de la campagne. Ils permettent aux candidats de s'adresser directement à ses électeurs, de créer une atmosphère d'enthousiasme et de mobilisation. Mais au-delà de la scène et des applaudissements, chaque meeting est un outil stratégique. Il sert à démontrer la force de mobilisation, à galvaniser les militants et à générer une couverture médiatique qui atteindra des millions de citoyens. La symbolique y est également essentielle. Le décor, les drapeaux, l'éclairage et la mise en scène visuelle renforcent l'image du candidat et le message qu'il souhaite transmettre. Même le choix de la ville ou de la région où se tient le meeting n'est jamais anodin. C'est un message politique en soi, une manière de montrer sa proximité avec certaines communautés ou de souligner une priorité nationale. Débats et médias. Les débats télévisés sont des moments clés de la campagne. Ils offrent une visibilité massive et permettent aux électeurs de comparer les candidats sur le fond et sur la forme. Ces débats sont soigneusement préparés. Chaque candidat répète, anticipe les questions et construit des réponses percutantes, tout en restant dans le cadre de la bienséance républicaine. Les médias jouent un rôle central. Ils ne se contentent pas de relayer les discours, ils analysent, contextualisent et parfois questionnent les candidats sur leur programme et leur parcours. Dans cette dynamique, la maîtrise de l'image, de la communication et du timing devient cruciale pour réussir à capter l'attention du public et à inspirer confiance. Communication et réseaux sociaux.
À l'ère numérique, la campagne présidentielle dépasse largement les frontières des médias traditionnels. Les réseaux sociaux permettent de diffuser des messages en temps réel, de mobiliser les jeunes électeurs et d'interagir directement avec les citoyens. Chaque post, vidéo ou infographie est pensé pour maximiser l'engagement et la viralité tout en respectant les règles encadrant la communication électorale. Cette dimension digitale transforme profondément la campagne. Elle exige des équipes spécialisées capables de créer des contenus attractifs et de réagir rapidement aux événements ou aux polémiques. Le numérique devient ainsi un véritable champ de bataille où chaque mot, chaque image et chaque geste peut influencer l'opinion publique. Mobilisation des électeurs. Au final, la campagne présidentielle vise un objectif central, faire voter le plus grand nombre d'électeurs. Chaque action, de l'affichage dans les rues au message sur les réseaux sociaux, vise à convaincre, mobiliser et rassurer. Les équipes de campagne cherchent à créer un sentiment d'urgence, d'importance et d'implication. Chaque citoyen est invité à devenir acteur de la démocratie en participant au scrutin. Cette mobilisation ne se limite pas à l'électorat fidèle. Elle doit séduire les indécis, les primo-votants et ceux qui pourraient être éloignés du vote. C'est une danse délicate, où le candidat doit convaincre sans forcer, séduire sans manipuler et inspirer confiance sans créer de division excessive. Dans le système politique français, le président de la République n'agit jamais seul. Il est accompagné d'un acteur central, le Premier ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement. Comprendre leur rôle de ces institutions est essentiel pour saisir le fonctionnement concret de l'exécutif et la manière dont la politique nationale est conduite au quotidien. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, responsable de la mise en œuvre de la politique définie par le président, mais également garant du fonctionnement régulier de l'administration et de la coordination des ministres. Son rôle est à la fois stratégique, administratif et politique. Et il agit comme un lien entre le président et le Parlement. La nomination et la légitimité. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Cette nomination reflète souvent la majorité parlementaire. Lorsque le président dispose d'une majorité au Parlement, il choisit généralement un Premier ministre proche de son programme. En période de cohabitation, lorsque le président et la majorité parlementaire appartiennent à des camps opposés, le Premier ministre est issu de cette majorité et le président doit composer avec lui pour gouverner efficacement. Le Premier ministre n'est pas élu directement par les citoyens, mais sa légitimité repose sur sa capacité à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il peut être renversé par une motion de censure si la majorité parlementaire le souhaite, ce qui appelle que le pouvoir exécutif est partagé et équilibré. La direction de l'action gouvernementale. Le Premier ministre a pour mission principale de diriger l'action du gouvernement. Il fixe les grandes orientations politiques et veille à la coordination des ministres. Chaque ministre dispose de compétences propres, mais le Premier ministre s'assure que toutes les décisions sont cohérentes avec la politique globale définie par l'exécutif. Il peut présenter des projets de loi au Parlement, préparer le budget, superviser l'administration et proposer des mesures réglementaires. Il est donc le moteur concret de la politique quotidienne, transformant les orientations présidentielles en actions concrètes et en projets de loi applicables. Le gouvernement, composition et rôle. Le gouvernement est composé de ministres, secrétaires d'État et ministres délégués. Chaque membre a un domaine de responsabilité précis. Économie, éducation, santé, défense, affaires étrangères, etc. Le gouvernement agit de manière collégiale lors des conseils des ministres présidés par le président ou, en son absence, coordonnés par le Premier ministre. Le Conseil des ministres est un moment crucial. C'est là que sont adoptées les grandes décisions, discutées les réformes et validées les mesures qui seront ensuite soumises au Parlement. Il symbolise la collectivité et la cohérence de l'action gouvernementale, chaque ministre apportant son expertise, mais sous la direction du Premier ministre. L'interface avec le Parlement. Le Premier ministre et le gouvernement doivent constamment négocier avec le Parlement. Les projets de loi doivent être discutés, amendés et votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un équilibre délicat. Le gouvernement propose, mais le Parlement dispose du pouvoir de modification et de contrôle. Cette relation souligne la spécificité de la Ve République, un exécutif fort, mais encadré par la représentation nationale. La communication et la représentation. Le Premier ministre joue également un rôle symbolique et communicationnel.
Il représente le gouvernement devant les médias et les citoyens, explique les décisions, justifie les choix politiques et tente de mobiliser l'opinion publique. C'est lui qui répond aux questions parlementaires, qui intervient lors de conférences de presse et qui peut incarner la continuité de l'action gouvernementale même lorsque le président est silencieux ou absent. La complexité et l'équilibre. Enfin, le rôle du Premier ministre est complexe car il doit trouver l'équilibre entre loyauté envers le président, respect du Parlement et gestion des attentes de la société. Il agit dans un système où le pouvoir est à la fois concentré et partagé, où chaque décision peut avoir des répercussions politiques, économiques et sociales. Cette fonction exige donc compétence, diplomatie, anticipation et capacité à coordonner des équipes multiples dans un contexte souvent sous haute tension. Le Parlement français est l'institution législative de la République, là où se construisent, se débattent et se votent les lois qui régissent le pays. Composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, il représente à la fois le suffrage direct des citoyens et l'équilibre des territoires. Comprendre le rôle du Parlement est essentiel pour saisir le fonctionnement de la démocratie française et la manière dont les décisions politiques se traduisent en lois concrètes. L'Assemblée nationale, expression du peuple. L'Assemblée nationale est la chambre basse du Parlement et constitue le principal vecteur de représentation directe des citoyens. Ses membres, les députés, sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Chaque député représente une circonscription spécifique permettant une proximité avec la population et une attention particulière aux réalités locales. L'Assemblée nationale joue un rôle central dans le processus législatif. Elle débat des projets de loi proposés par le gouvernement ou les députés eux-mêmes, amende, discute et vote les textes. Elle contrôle également l'action du gouvernement par le biais de questions, commissions d'enquête et motions de censure. Cette double fonction, législative et de contrôle, lui confère un rôle clé dans le système politique français. Le Sénat, gardien de la stabilité et des territoires. Le Sénat, chambre haute, représente les collectivités territoriales, départements, régions, communes. Ses membres, les sénateurs, sont élus indirectement par un collège électoral composé d'élus locaux. Ce mode d'élection assure que le Sénat reflète les réalités locales et territoriales, offrant un contrepoids à la Chambre basse, plus directement influencée par l'opinion publique. Le Sénat examine les textes de loi votés par l'Assemblée nationale et peut proposer des amendements. Son rôle est donc à la fois consultatif et correctif, visant à enrichir et stabiliser les lois votées. Il est souvent considéré comme un instrument de sagesse et de continuité, moins soumis aux fluctuations électorales et aux pressions médiatiques. La bicaméralité, équilibre et complémentarité. La coexistence de 2 chambres est essentielle pour maintenir un équilibre entre représentativité populaire et stabilité institutionnelle. Si l'Assemblée nationale reflète l'opinion immédiate des citoyens, le Sénat tempère et stabilise les décisions législatives. Ce système bicaméral permet de combiner dynamisme et prudence, garantissant que les lois adoptées tiennent compte à la fois des aspirations du peuple et des contraintes institutionnelles. Le processus législatif implique des échanges entre les 2 chambres. Un projet de loi peut être discuté à plusieurs reprises, amendé, renvoyé ou ajusté jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. Cette dynamique favorise la réflexion approfondie et l'élaboration de textes équilibrés et pertinents. Le contrôle de l'exécutif. Le Parlement n'est pas seulement une chambre de débat et de vote. Il a également un pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Les députés et sénateurs peuvent poser des questions au gouvernement, organiser des commissions d'enquête ou voter des motions de censure dans le cas de l'Assemblée nationale. Ces mécanismes assurent la responsabilité politique du gouvernement et garantissent que l'exécutif reste transparent et accountable devant les représentants du peuple. Le contrôle parlementaire contribue à la démocratie en permettant un dialogue constant entre l'exécutif et le législatif. Il oblige le gouvernement à justifier ses décisions, à expliquer ses choix budgétaires et à rendre des comptes sur l'application des lois. Les commissions parlementaires travaillent en profondeur. Une partie essentielle du travail législatif se déroule au sein des commissions permanentes.
Ces commissions, spécialisées par domaine, finances, affaires étrangères, culture, défense, permettent aux parlementaires d'analyser les textes en profondeur, d'auditionner des experts et de préparer des rapports détaillés. Les commissions garantissent que chaque loi est étudiée minutieusement avant d'être présentée en séance plénière, renforçant ainsi la qualité du processus législatif. Une institution vivante et interactive. Le Parlement est également un lieu où la société se reflète. Les débats retransmis par les médias, la participation des citoyens à travers des consultations publiques ou la diffusion des travaux législatifs sur Internet rendent l'institution accessible et compréhensible. Cette transparence est essentielle pour que les Français puissent suivre et comprendre le fonctionnement de leur démocratie. Les élections législatives sont un moment central de la vie politique française. Elles permettent aux citoyens de choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale, influençant directement la composition du gouvernement et la mise en œuvre des politiques publiques. Comprendre leur fonctionnement et leurs enjeux est essentiel pour saisir la dynamique de la démocratie en France. Le fonctionnement des élections législatives. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, généralement peu de temps après l'élection présidentielle. Chaque député est élu dans une circonscription spécifique, assurant que chaque territoire a une voix directe au sein de l'Assemblée nationale. Le scrutin est majoritaire uninominal à 2 tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix et au moins 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'atteint ces seuils, un second tour est organisé où seuls les candidats ayant obtenu un certain pourcentage minimum des voix au premier tour peuvent se présenter. Ce système favorise les candidatures soutenues par de larges majorités et encourage la formation de coalitions. Il reflète la volonté de donner à chaque député une légitimité forte et un soutien suffisant de ses électeurs. L'enjeu politique. Les élections législatives déterminent la majorité parlementaire, qui conditionne directement le gouvernement. Un président peut être élu avec un large soutien populaire, mais sans majorité à l'Assemblée nationale, il doit composer avec un Premier ministre issu d'une autre formation politique. C'est la cohabitation. Cette situation oblige à négocier, à trouver des compromis et parfois à ajuster la politique nationale pour tenir compte des forces parlementaires. Ainsi, les législatives ne sont pas seulement des élections locales. Elles ont un impact majeur sur la stabilité politique, la gouvernabilité et la capacité du président à appliquer son programme. La campagne législative. La campagne électorale pour les législatives, bien que moins médiatisée que la présidentielle, est stratégique et intense. Les candidats doivent convaincre les électeurs de leur circonscription de leur capacité à les représenter efficacement, à défendre leurs intérêts et à contribuer à la législation nationale. Les meetings, les visites de terrain, les publications et les échanges sur les réseaux sociaux sont autant d'outils pour mobiliser l'électorat. Chaque circonscription présente des caractéristiques propres, urbaines ou rurales, jeunes ou âgées, économiquement variées. Les candidats et leurs équipes analysent ces facteurs pour adapter leurs discours, leurs priorités et leurs actions de campagne afin de maximiser leurs chances de succès. La représentation des citoyens. Les députés élus représentent la voix directe des citoyens au sein de l'Assemblée nationale. Ils discutent, amendent et votent des lois, mais interviennent également pour défendre les intérêts locaux de leur circonscription. Ce lien direct entre le territoire et le pouvoir législatif renforce la démocratie participative et permet aux citoyens de sentir leur influence sur les décisions nationales. Les mécanismes de contrôle et d'équilibre. Outre la législation, les députés exercent un contrôle sur le gouvernement. Ils peuvent poser des questions, créer des commissions d'enquête et voter des motions de censure. Ces mécanismes garantissent que l'exécutif reste responsable devant les représentants du peuple, équilibrant le pouvoir présidentiel et la capacité d'action gouvernementale. L'importance de la participation. La participation citoyenne est essentielle pour la légitimité des élections législatives. Chaque voix compte et contribue à la formation de la majorité parlementaire, influençant ainsi les décisions politiques qui affecteront la vie quotidienne des Français. Le taux de participation, les choix exprimés et les tendances observées permettent de comprendre les attentes, préoccupations et priorités de la population. Le Conseil constitutionnel occupe une place centrale dans la Ve République française. Créé par la Constitution de 1958, il est le garant du respect de la Constitution et de la légalité des institutions. Sa mission consiste à vérifier que les lois, les élections et les référendums respectent les principes fondamentaux de la République.
Bien que souvent discret dans l'opinion publique, son rôle est fondamental pour le bon fonctionnement de la démocratie française. La composition et la nomination. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres titulaires, nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable. 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. À cela s'ajoutent des anciens présidents de la République qui peuvent siéger de droit, bien que leur participation varie selon les mandats. Cette composition plurielle garantit un équilibre des pouvoirs et une diversité de points de vue. Les membres sont choisis pour leurs compétences juridiques, leur expérience politique et leur capacité à garantir l'indépendance et la neutralité de l'institution. Les missions principales. Le Conseil constitutionnel exerce plusieurs missions essentielles. Le contrôle de constitutionnalité des lois. Avant leur promulgation, certaines lois peuvent être soumises au Conseil pour vérifier qu'elles respectent la Constitution. Depuis 2008, avec l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, tout citoyen peut contester une loi devant le Conseil, assurant ainsi une protection accrue des droits et libertés. Le contrôle des élections. Le Conseil constitutionnel supervise les élections présidentielles, législatives et les référendums. Il vérifie la régularité du scrutin, les résultats et peut annuler des élections en cas d'irrégularité. Cette fonction est cruciale pour garantir la légitimité des institutions et la confiance des citoyens dans le processus démocratique. Le Conseil et l'arbitrage. Le Conseil peut être consulté par le président de la République, le gouvernement ou le Parlement sur des questions constitutionnelles. Il joue alors un rôle d'arbitre institutionnel, aidant à clarifier les règles et à résoudre des conflits potentiels entre les pouvoirs publics. L'indépendance et la neutralité. L'une des caractéristiques essentielles du Conseil constitutionnel est son indépendance. Ses membres ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative qui compromettrait leur impartialité. Cette neutralité est fondamentale pour que les décisions du Conseil soient acceptées et respectées par l'ensemble des acteurs politiques et par le public. L'influence dans la vie politique. Bien que le Conseil constitutionnel ne crée pas de politique, son influence est significative. Chaque décision peut avoir des conséquences majeures sur le déroulement de la vie politique, qu'il s'agisse de valider un scrutin présidentiel, d'annuler une loi ou de protéger les droits fondamentaux. Sa capacité à trancher des questions sensibles renforce la légitimité des institutions et assure un équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La modernisation et la visibilité. Avec l'évolution de la société et des technologies, le Conseil constitutionnel a accru sa transparence et sa visibilité. Ses décisions sont publiées, expliquées et mises à disposition du public, et certaines audiences peuvent être suivies ou consultées via des moyens numériques. Cette ouverture contribue à la compréhension de son rôle et à la confiance des citoyens dans la justice constitutionnelle. La justice dans la Ve République. La justice est l'un des piliers fondamentaux de la République française. Elle garantit l'état de droit, protège les libertés individuelles et assure la stabilité de la société. Son indépendance, principe constitutionnel sacré, garantit que nul n'est au-dessus des lois, pas même les gouvernants. Depuis 1958, la Constitution confère à la justice un rôle clair: rendre la justice au nom du peuple français. Chaque décision, chaque verdict incarne la voix de la nation. La justice n'est pas une force d'opposition, mais un contre-pouvoir essentiel, qui veille au respect des droits et devoirs de chacun. Dans la Ve République, la justice se divise en 2 grands ordres. L'ordre judiciaire, chargé des litiges entre particuliers et des infractions, et l'ordre administratif, compétent pour les différends entre les citoyens et l'État. Cette dualité assure que chaque affaire soit jugée par une juridiction adaptée, qu'il s'agisse d'un crime, d'un divorce ou d'un abus de pouvoir. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Constitution, notamment grâce au Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Cette instance veille à ce que les magistrats soient libres de toute pression politique. Leur nomination, leur carrière et leur discipline sont strictement encadrées pour préserver leur impartialité. Ainsi, un juge peut condamner un responsable politique sans craindre de représailles, renforçant la confiance du peuple dans la justice. Le président de la République est le garant de cette indépendance, mais il ne peut s'immiscer ni dans une enquête ni dans une décision.
Ce principe distingue un État démocratique d'un régime autoritaire. En France, la justice est rendue par des magistrats indépendants, au nom du peuple et sous le contrôle de la loi. Au-delà de sa fonction institutionnelle, la justice joue un rôle social et moral. Elle protège les plus faibles, arbitre les conflits et maintient la paix civile. Sans elle, la société sombrerait dans le chaos. Chaque juge, chaque greffier contribue à cet équilibre fragile entre ordre et liberté. Face aux mutations du monde moderne, la justice évolue. Elle affronte de nouveaux défis, cybercriminalité, crimes environnementaux, violences domestiques ou enjeux éthiques liés aux technologies. Les réformes récentes visent à la rendre plus rapide, plus accessible et plus transparente. Depuis des siècles, la France occupe une place singulière dans le concert des nations. Sa diplomatie, héritée d'une longue tradition d'influence et d'indépendance, demeure l'un des piliers de sa puissance à l'échelle mondiale. Sous la Ve République, la diplomatie française s'est affirmée comme un outil majeur au service de la paix, du dialogue et de la défense des valeurs universelles. Le président de la République est le chef de la diplomatie. C'est lui qui fixe les grandes orientations de la politique étrangère et représente la France dans les négociations internationales. Autour de lui, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, installé au Quai d'Orsay, coordonne l'action diplomatique et consulaire du pays. Des milliers d'ambassadeurs, de consuls et d'agents œuvrent chaque jour pour défendre les intérêts français à travers le monde. La diplomatie française repose sur plusieurs grands principes: l'indépendance nationale, le multilatéralisme et la promotion des droits humains. La France défend sa capacité à dialoguer avec tous, même avec ceux qui ne partagent pas toujours ses positions. Elle croit au rôle central des institutions internationales, comme l'ONU ou l'Union européenne, dans la résolution des conflits et la construction d'un monde plus stable. L'influence française s'exprime aussi par la francophonie, une communauté de plus de 300 millions de locuteurs à travers le globe. La langue française est non seulement un outil culturel, mais aussi diplomatique. Elle unit des peuples, transmet des valeurs et soutient la coopération entre États francophones. À travers l'Organisation internationale de la francophonie, la France promeut l'éducation, la démocratie et la solidarité entre les nations francophones. Sur la scène internationale, la France est souvent considérée comme une voie d'équilibre. Elle agit pour la paix au Moyen-Orient, la lutte contre le changement climatique ou encore la régulation du commerce mondial. Sa diplomatie combine fermeté et ouverture, alliance et indépendance, un équilibre parfois difficile, mais toujours cohérent avec sa vision d'un monde multipolaire et juste. Enfin, la diplomatie française, c'est aussi une présence humaine. Des ambassades dans presque tous les pays du monde, des coopérants, des enseignements des militaires engagés dans des opérations de maintien de la paix. Partout, la France agit pour la stabilité, la culture et la défense de ses valeurs. Sa diplomatie, loin d'être figée, continue d'évoluer avec le monde, fidèle à sa devise « peser sans dominer, dialoguer sans se soumettre ». Au cœur de l'identité française, 3 mots résonnent depuis plus de 2 siècles. Liberté, égalité, fraternité. Ces 3 valeurs ne sont pas de simples mots gravés sur les frontons des mairies ou sur les monuments publics. Elles constituent l'âme de la République, la boussole morale et politique de toute la nation française. La liberté, d'abord, est la pierre angulaire de la République. Elle s'incarne dans le droit de penser, de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de manifester. Autant de conquêtes chèrement acquises au fil de l'histoire. La liberté, en France, n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Elle suppose un cadre, des lois et une vigilance constante pour qu'elle demeure un droit vivant et non une simple idée. L'égalité, ensuite, est l'autre pilier de la République. Elle signifie que tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de croyance, possèdent les mêmes droits devant la loi. L'école publique, gratuite et laïque, en est l'un des symboles les plus puissants. Elle donne à chacun la chance d'apprendre, de s'élever, de construire son avenir. Mais l'égalité n'est pas encore parfaite, et la République poursuit sans cesse son travail pour réduire les injustices sociales, économiques et territoriales. Elle cherche à garantir que la réussite ne soit pas une question d'héritage, mais de mérite. Enfin,
La fraternité est le lien qui unit tous les citoyens. Elle rappelle que la République n'est pas seulement un cadre juridique, mais une communauté humaine. Être frère, c'est reconnaître la dignité de chacun, tendre la main à ceux qui souffrent et œuvrer pour le bien commun. C'est la valeur la plus discrète des trois, mais aussi la plus essentielle. Sans fraternité, la liberté devient égoïsme et l'égalité froide abstraction. Ces trois valeurs se renforcent mutuellement. Elles inspirent les institutions, les lois, mais aussi la vie quotidienne. Elles guident la France dans ses choix, dans ses combats, dans ses moments de crise comme dans ses victoires. Elles sont le socle sur lequel repose le pacte républicain et le fil conducteur d'une histoire toujours en mouvement. Être citoyen de la République, c'est porter ses valeurs, les défendre, les transmettre. C'est croire à un idéal plus grand que soi, un idéal qui dépasse les frontières et traverse les générations, celui d'une société juste, libre et solidaire. Liberté, égalité, fraternité. 3 mots, 3 promesses, 3 horizons. C'est tout ce que la République a de plus précieux, et c'est à chacun de la faire vivre chaque jour.